Bonsoir tout le monde, enchanté. Pour commencer, je voulais tout d'abord remercier Doctolib de nous accueillir ce soir. Et bien évidemment la ProduConf, pas seulement pour ce soir, mais pour tout ce qu'ils font pour la communauté product. Aujourd'hui en France et en Espagne, on a vu que ça allait grandir. Et avant de commencer, on va se présenter un petit peu, puisque je connais quelques personnes dans la salle, mais je ne connais pas tout le monde. Donc pour ma part, c'est Nicolas Venet. Je suis VP Product chez Miro depuis 1 an et demi maintenant. Et avant ça, j'ai fait des études de commerce avant d'attaquer, comme beaucoup à l'époque, ma carrière dans le conseil. Expérience fabuleuse qui a été assez rapide, qui m'a permis de rebondir chez Dailymotion, donc tout de suite dans l'environnement tech, et pour ensuite ne plus jamais quitter l'environnement tech et des médias. Ensuite, une start-up franco-chinoise où j'ai beaucoup appris, c'est là où j'ai découvert le produit. Et aujourd'hui, du coup, chez Miro, qui m'a donné l'opportunité de monter une équipe produit dans la tech. Et bonsoir à tous, donc Maxime Azoulay, je fais partie de l'équipe produit Miro en tant que product researcher. Donc je suis arrivé chez Miro il y a à peu près 6-7 mois et avant moi j'ai un background plus ingé et je ne suis pas passé par le conseil moi et j'ai été direct dans des boîtes tech, dans des startups dans le produit. Donc voilà. Merci. Donc le thème qui nous est proposé, c'est l'hypercroissance. Je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'est l'hypercroissance aujourd'hui. Déjà en France, depuis quelques années, on entend de plus en plus parler d'hypercroissance. On en est ravis, ça a commencé avec Blablacar, ça s'est poursuivi avec Doctolib, avec Drivey, avec Onto, avec Payfit, avec Miro aujourd'hui et j'en oublie énormément. C'est intéressant de s'attarder un petit peu sur ce concept d'hypercroissance. Si vous faites un peu des recherches, il est très compliqué d'avoir une définition unique de l'hypercroissance. Le seul dénominateur commun qu'on trouve à l'hypercroissance, c'est une phase d'accélération très forte qui se mesure principalement par le chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nos thèmes aujourd'hui? C'est que Maxime et moi, avec l'équipe produit de Miro, on est venus vous partager notre expérience de l'hypercroissance. On espère que vous allez pouvoir réutiliser peut-être certains éléments, certaines solutions qu'on a mis en place, mais ce qui est sûr, c'est que vous ne pourrez jamais copier-coller les solutions qu'on a apportées qui sont très propres à notre secteur, à notre problème, à notre vitesse d'hypercroissance. Et ça montre que c'est très particulier à tout le monde. Pour vous présenter ça, on va commencer par introduire ce qu'est l'hypercroissance chez Miro, puisque comme elle est différente partout, elle est différente aussi chez Miro que celle de Doctolib qui était ici. Ensuite, on vous invitera à plonger avec nous dans l'histoire du scaling de l'équipe produit au sein de Miro, avant de vous partager avec vous les outils et les rituels qu'on a mis en place justement pour accompagner et maîtriser dans la mesure du possible cette hypercroissance. Et je laisse la parole à Maxime sur la première partie. Merci. Du coup, comme l'a dit Nico, sur les premières minutes, ça va être plus factuel sur cette hypercroissance. Tiens, attends, je vais prendre la télécommande. Donc Nico l'a dit, c'est assez difficile de trouver des dénominateurs communs. Il y en a un qu'on retrouve assez facilement dans le public, c'est les levées de fonds. C'est pas forcément le seul à regarder, pas forcément le plus intéressant non plus, mais on va pas tourner autour du pot. Hein. Miro a levé beaucoup d'argent, ça vous le savez déjà. Ce qu'on va vous dire ce soir, c'est plutôt pourquoi on a fait ces différentes levées. Donc depuis sa création en 2016, Miro a levé tous les ans. Donc la première en 2017 était vraiment afin Désolé. Désolé. Donc la première était pour adresser un marché en fait, de la photographie immobilière dans le monde entier afin de garantir des photos avec un SLA hyper rapide de 24 heures à un coût attractif. La deuxième en 2018, celle-là était vraiment axée tech. Donc on a voulu vraiment industrialiser nos process et vraiment mettre le paquet sur la R&D, nos algos de traitement de l'image pour pouvoir automatiser la retouche photo. Et enfin, la dernière qui a eu lieu un peu avant l'été, elle était pour se focuser sur nos créatifs. Donc nos créatifs, c'est les photographes, les vidéastes, etc. pour vraiment leur offrir le plus de tools possible pour qu'ils n'aient pas à se soucier de la paperasse en fait. Alors évidemment, cette levée va nous permettre d'ouvrir des nouvelles verticales.
par exemple le e-commerce ou le B2C avec le wedding en 2020. En termes d'effectifs, évidemment, ces levées permettent de financer notre hypercroissance en termes d'effectifs. Aujourd'hui, Miro, c'est plus de 700 employés. Ici, on vous a mis les différentes équipes, juste pour que vous vous rendiez compte qu'on a 13 équipes différentes chez Miro. Et des équipes, quand on vient de la tech, je suppose qu'il y a pas mal d'entre vous qui viennent du software, quand on découvre des équipes comme photographie, production, post-production, c'est hyper nouveau et c'est hyper challengeant en termes de produits et on va y revenir tout à l'heure. Donc 700 personnes réparties sur 6 bureaux différents à travers le monde et gérant une communauté de 60 000 photographes. Ces chiffres-là, on peut les retrouver dans beaucoup d'autres boîtes. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été atteint en 3 ans et c'est pour ça qu'on parle d'hypercroissance chez Miro. En termes de texte qui nous intéresse un peu plus ce soir, ça veut dire quoi l'hypercroissance? Tout simplement, on est passé de 0 à 70 devs en 3 ans. Ça fait beaucoup. Pourquoi on a eu besoin de ces devs? Tout simplement parce qu'on voulait à un moment donné pouvoir shooter des milliers de shoots par jour. Aujourd'hui, je crois qu'on livre à peu près un shoot toutes les 25 secondes, donc c'est énorme. Pour pouvoir faire ça, on est obligé de se reposer sur la tech et donc de développer, d'automatiser nos process. Donc vraiment, la tech était là pour streamliner l'activité de Miro et automatiser les tâches. On a aussi investi massivement sur nos algos de traitement d'images pour pouvoir vraiment garder nos SLA et notre qualité au top. En termes produits, ça veut dire quoi? En général, on dit plus de devs, plus de produits. Vous allez le voir, chez Miro, ça a mis un peu de temps à se développer l'équipe produit. L'équipe produit est un peu la dernière équipe à être née chez Miro. L'hypercroissance, on l'a connue sur les 12 derniers mois. En fait, l'équipe produit, vous allez le voir dans les différentes phases, a commencé il y a 1 an et en 1 an, on a boomé, on est 14 aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas seulement scalé en nombre, mais on a aussi scalé en termes de profil. Donc, on a Nico qui est VP, on a des seniors, des juniors, des stagiaires, mais on a aussi, donc moi je suis Product Researcher, et on a aussi une Localization Manager qui nous a rejoint il n'y a pas si longtemps que ça. Toute cette équipe produit, pourquoi? En fait, pour gérer tous les produits, toutes les plateformes et les interfaces qu'on a, à commencer par Miro pour nos photographes. Donc ça, cette plateforme permet à nos photographes d'accepter des shoots et d'uploader les médias de ces shoots. Miro pour nos clients. Donc là, évidemment, c'est une plateforme qui permet à nos clients de commander des shoots, de suivre leur statut et de récupérer leurs médias. Miro pour les Mironautes. Donc les Mironautes, c'est les gens qui travaillent chez Miro. Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre chez nous. C'est ce qui permet de faire tourner la boîte et de gérer toute la logistique. Tout à l'heure, on parlait d'automatisation des tâches. C'est dans cette plateforme qu'on essaye d'automatiser un maximum. MyMiro, qui est un produit standalone qu'on offre, qu'on propose aux photographes. Donc, vous êtes photographe, vous avez des shoots Miro, mais pas seulement. Vous avez vos clients à côté, vous avez des mariages que vous voulez faire, etc. Et bien, on veut proposer, en fait, on propose avec MyMiro un set d'outils pour faire vos devis, faire vos factures, suivre vos clients dans un CRM, etc. Montrer votre book et compagnie. Et enfin, MiroDrop, c'est le dernier né des produits Miro qui permet de partager des médias de manière sécurisée entre professionnels, mais aussi entre particuliers, et qui permet, sans avoir à se créer de compte, en fait, de visualiser des librairies qu'on peut créer. Je repasse la main à Nico pour ces différentes phases. Merci Maxime. Donc là, on va rentrer vraiment dans l'aventure de l'équipe produit, une nouvelle fois, comment on a scalé en hypercroissance. Maxime l'a dit, l'équipe produit a été une des dernières équipes créées au sein de Miro, comme ça arrive souvent. On a réussi du coup à définir 4 différentes étapes de l'équipe produit. Une étape étant définie par une organisation spécifique, par des process spécifiques et par des outils spécifiques qui lui sont propres. Pourquoi est-ce qu'on a changé 4 fois d'organisation en 3 ans en fait? Puisque ça va très vite et on va voir à chaque étape en fait les nouveaux problèmes auxquels on était confrontés à cause, ou grâce plutôt à cette hypercroissance et les solutions qu'on a mis en place pour y répondre. La première étape de l'équipe produit jusqu'à maintenant, c'est la plus longue. Elle a duré 2 ans et c'est quand on n'avait pas d'équipe produit. On avait 5 développeurs et ça a très bien tenu. C'est ce qui se passe dans beaucoup de startups. En fait, on se rend compte que quand on est vraiment au stade de la startup,
l'équipe produit en général, les responsabilités de l'équipe produit sont réparties au sein de l'entreprise sur d'autres postes. Donc pour Miro, la partie vision produit et PM était vraiment portée par notre CEO qui a une vraie vision produit, qui est hyper intéressé par ce sujet et qui le suit encore de façon très proche. La partie PO, donc délivrée, on va dire, était portée par notre CTO directement et aussi par les leads des équipes métiers qui, eux, avaient la connaissance des problématiques de leurs utilisateurs, donc qui imaginaient les solutions à mettre en place. Et la partie test, alors ça c'était une petite surprise, c'était géré par le Customer Service, dont ce n'est pas du tout le métier. Mais on voit bien dans cet esprit, c'était la meilleure organisation à l'époque pour la répartition des tâches de l'équipe métier et ce qui nous permettait d'avoir une agilité très forte puisqu'on n'était pas organisé en squad, les devs n'étaient pas experts d'un sujet spécifique, mais ils étaient capables de passer d'une tâche à l'autre et du coup d'avoir une connaissance de l'ensemble de la plateforme et des différentes problématiques au quotidien. On verra qu'aujourd'hui, ces développeurs, ils sont fondamentaux, peut-être trop aujourd'hui chez Miro, vu l'hypercroissance, mais ils sont incontournables. Et ensuite, en termes d'outils, en fait, on a mis Spreadsheet. On a peut-être été un peu trop optimiste. Ça se passait vraiment avec un bout de papier où on dessinait la roadmap sur un bout de papier. Et après, on échangeait sur tous les sujets. On ne documentait pas à l'époque, on n'avait pas le temps. Et donc, beaucoup se faisait à l'oral. Ça fonctionnait très bien avec des équipes restreintes. Donc là, je parle d'une époque entre 5 et 100 personnes. Pourquoi ça fonctionnait bien? Parce qu'en fait, toutes les problématiques qu'on voit ici qui sont listées, pas de spec, pas de documentation, pas de test automatisé, en fait, tout était résolu par la discussion. Tout le monde était assis à la même table, donc ils pouvaient échanger. Ils étaient très proches, on n'avait qu'un seul bureau et ça permettait d'aller plus vite une nouvelle fois. Et puis à un moment, on a grossi, on continue à grossir. Et là, les personnes qui portaient les tâches du produit, en fait, ils n'avaient plus le temps pour réaliser ces tâches. Et surtout, on arrivait sur des problèmes qui devenaient trop complexes pour que ces personnes y passent assez de temps pour pouvoir répondre de façon posée et de la meilleure façon en fait, à ces différents problèmes. C'est à ce moment-là du coup que le CEO a décidé de créer l'équipe produit. Donc on est du coup le 4 juin 2018. Je me rappelle puisque c'est mon arrivée chez Miro. Une petite anecdote à ce sujet qui représente très bien le rôle, la connaissance d'une équipe produit de Miro à cette époque-là, c'est que je suis arrivé malheureusement un lendemain de team building de Miro. Personne n'était au courant que j'arrivais. J'avais pas de table, j'avais pas d'ordinateur et on m'a fait m'asseoir à la table de l'équipe Ops en arguant que c'était ceux qui connaissaient le mieux la plateforme à ce moment-là. Donc j'étais même pas au même étage que les développeurs. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là en fait? Partant de ce constat, on a essayé d'être très diplomate en fait. Pendant 2 ans, ça a fonctionné sans équipe produit. Les gens avaient à cœur de porter les responsabilités du produit. Ils ne savaient pas d'ailleurs que c'était des responsabilités propres au produit. Je parle de priorisation, je parle d'écriture de spec, de recherche de solutions, de communication. Donc, on a d'abord regardé ce qui s'était très bien passé depuis le début, parce qu'on n'arrivait pas pour tout casser et imposer tout de suite une méthode produit qu'on trouve dans les bouquins. On a regardé ce qui fonctionnait très bien, on l'a laissé vivre, puisqu'en fait, on s'est attaqué en fait, à ce qui allait moins bien et sur lequel on pouvait avoir un impact le plus rapidement possible. Ça commence par comprendre le produit. On l'a dit, tout se passait à l'oral, il n'y avait rien de documenté. On était en train de grossir de plus en plus. À cette époque-là, on accueille entre 5 et 10 nouveaux par semaine. Heureusement, dans le seul bureau de Paris. Mais ça fait beaucoup de gens informés. Ils n'ont aucune documentation. Et en fait, le pire là-dedans, c'est que tout est dans la tête du CTO et des développeurs. Donc, c'est aussi un risque pour l'entreprise. Donc, on se met nous-mêmes, pour pouvoir faire notre métier, à fouiner, à chercher tous les cas particuliers, toutes les règles compliquées de la plateforme Miro. Et on essaye de partager cette connaissance en commençant à écrire des wikis. Alors, ce n'est pas la partie la plus marrante du produit, mais c'est vraiment fondamental. On y reviendra à plein de reprises. La communication au produit en hypercroissance, c'est essentiel à tous les niveaux. Voilà, donc on se met sur ce qu'on peut faire de plus rapidement en comprenant des choses. On spec, on teste, on documente et on délivre.
et on commence à communiquer de plus en plus. Ça tient aussi pendant un moment, mais on grossit une nouvelle fois, donc c'est super. Il y a plus de développeurs, mais on n'est pas assis à côté d'eux, donc ça c'est très problématique. Il y a des sujets, ça arrive dans toutes les boîtes, qu'on repousse ad vitam aeternam. On peut penser à des sujets liés au marketing, quand on est vraiment une boîte, une scale-up orientée B2B sur des gros comptes, le marketing est peut-être moins important à l'instant T, mais en revanche, aujourd'hui, on s'intéresse de près au B2C. Si on n'a pas un marketing qui est d'enfer, ça va être très compliqué de pénétrer le marché B2C. Donc, c'est des problématiques qu'on repousse, mais à un moment, on ne peut pas les repousser ad vitam aeternam. Donc, il faut trouver une solution pour trouver des ressources de la bande passante pour traiter ces problèmes. On n'a toujours pas de squad. Donc, avoir pas de squad, ça nous permettait d'être agile, une nouvelle fois, de pouvoir traiter les demandes urgentes des clients. À ce moment-là, on n'a pas de produit structuré, donc on est obligé d'avoir des réponses très rapides pour acquérir et fidéliser les clients actuels. L'inconvénient dans ça, c'est que n'ayant pas de dev spécialisé, on perd un peu en vélocité et, comme je l'ai dit, il y a certains sujets qu'on n'arrive jamais à traiter. Et dernier sujet qui est plus orienté PM, c'est qu'on est encore dans une époque où la vision est portée par le CEO et les priorisations, en fait, elles nous arrivent dans la gueule aux produits portés par le métier qui ont vraiment l'expérience de 2 ans et demi des problématiques. Et du coup, on a du mal à prioriser l'intégralité, on manque de vision sur l'intégralité des sujets. On arrive du coup en janvier, donc là on a commencé à grossir, on passe de 1 product à 5 products, on passe à 18 devs. Et ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est qu'on ouvre 2 nouveaux postes. On ouvre un poste de product designer et un poste de QA. Un conseil qu'on s'applique toujours chez Miro, c'est qu'on repousse au maximum la création d'un nouveau département, d'un nouveau poste. Pourquoi? Puisque dès qu'on met le doigt dans une nouvelle spécialité, expertise, tout de suite le besoin est décuplé et on ne doit pas avoir un designer, on doit en avoir 5, on ne doit pas avoir un QA, on doit en avoir 10. Donc c'est pour ça, nous, on tend à toujours repousser au maximum et c'est vraiment quand les sujets deviennent trop gros que là, on se dit il y a un vrai besoin et on y va à ce moment-là et on y va assez fort en général chez Miro quand on ouvre une nouvelle équipe. Donc on est organisé en squad, on a enfin les effectifs pour s'organiser en squad. On a 3 squads, donc avec le produit MyMiro dont parlait Maxime tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on part en squad sur MyMiro? À la même table, on a un Head of Business, on a un Product, on a un Product Designer et on a des développeurs assis à la même table. Ils sont un petit peu isolés, c'est un peu une boîte dans la boîte. L'idée, c'est de lancer un MVP le plus rapidement possible. On sent déjà qu'on commence à être plus gros, donc on a du mal à aller aussi vite qu'avant. C'était un peu une frustration de la part des anciens de Miro. C'est pour ça qu'on part sur une squad avec des gens qui ne pensent qu'à ça et qui ne font que du MyMiro. On en profite pour lancer 2 autres squads aussi, la Running et la Core. La Running, en fait, c'est le poumon de Miro, véritablement. La Running, c'est celle qui gère tous les bugs au quotidien et qui gère les multiples petites features qu'on doit livrer de façon très rapide. La Squad Core, en revanche, elle est sur des projets à plus long terme. Voilà un petit peu en termes d'organisation. On a parlé des QA du coup qui soulagent énormément le produit, puisqu'à ce moment-là, le produit, on passait plus de 40% de nos temps à faire du troubleshooting, à tester les fixes et à préparer les releases, donc c'était beaucoup trop long. Et on communique de plus en plus en interne, c'est vraiment quelque chose, vous allez voir, qui est récurrent chez nous, cette obsession de communiquer. On va même parler en anglais de over-communication. Là, on en est vraiment au stade bébé de la communication, où on met en place des bug reports et des feature reports en interne et on communique au travers de newsletters et on écrit des wikis. Voilà. Pareil, on grossit encore. Donc là, on était en janvier au début de cette organisation. Chez Miro, on a déjà 2 bureaux. On a ouvert un bureau en novembre à New York. Ils sont passés de 1 à 50 en 3 mois. Donc il faut gérer aussi ça, le fait d'avoir 2 bureaux. Et à Paris, on est passé de 200 personnes à 500 personnes, grosso modo, à la fin juin. Donc on n'est plus du tout dans la même entreprise, on n'a plus les mêmes problématiques et on va voir on fait le constat ici ensemble
nouvelles problématiques qu'on doit adresser. Dans l'organisation qu'on avait, moi j'avais vraiment un rôle de PM en fait, de contact avec tous les métiers de l'entreprise pour comprendre leurs problématiques, les prioriser, imaginer des solutions avec eux, en gros mâcher le travail un petit peu des PO pour que eux qui avaient déjà une charge de travail monstrueuse puissent mener à bien leur charge. Et on est arrivé à un moment, à un point de bascule où en fait je devenais vraiment un point bloquant dans l'entreprise puisque je le faisais pas exprès bien évidemment, ce n'était pas mon ambition, mais je faisais un peu la rétention d'informations. Je n'avais pas le temps de retransmettre cette information assez vite, donc je bloquais un petit peu les process. Donc ça, il fallait tout de suite trouver une solution pour changer la donne. On en a parlé, on a ouvert des postes de product designer et de QA. Ben, on en veut déjà beaucoup plus puisqu'on a agrandi le nombre de devs, le nombre de releases. Les releases justement deviennent de plus en plus importantes. Ça pose des questions au moment des mises en prod. Nous, on est sur un process où on fait une mise en prod par semaine. On trouve que c'est déjà pas mal alors qu'on aimerait faire 100 mises en prod par jour. Voilà, c'est un sujet aussi plus tech là. C'est comment industrialiser les mises en prod. Mais en attendant, il faut déjà gérer ça au quotidien aujourd'hui. Et aussi, on nous demande d'être accessible dans de plus en plus de langues, je dirais du jour au lendemain. On connaît tout ça, on a des sales maintenant, on a plus de 200 sales chez Miro qui sont en train de vendre dans le monde entier au quotidien. Et donc quand ils signent son gros client, il faut ouvrir le site dans le bon langage puisque sinon les photographes qui sont en Indonésie, ils ne parlent pas anglais, donc en fait on ne peut pas opérer. Donc c'est problématique, donc il faut vraiment répondre à ça. Jusqu'à maintenant, une fois, on avait repoussé au maximum, on a mis en place les Masters of Translation, puisque chez Miro, on a la chance d'avoir 57 nationalités qui travaillent au quotidien chez Miro. Donc, on utilisait ces personnes en mode startup pour leur demander de faire la traduction et la review. On a vu qu'en termes de délai et de qualité, ça pouvait poser des problèmes à ce niveau de croissance. Dernière étape, et là on voit aussi qu'on augmente drastiquement les types de profils qu'on va recruter en plus du nombre. On va recruter du coup un release manager pour organiser, processer, uniformiser les process de release, un product research avec Maxime justement pour prendre le temps de se poser. Maxime, il a deux missions principales chez Miro. La première, c'est de prendre le temps de se poser et de se dire « Ok, aujourd'hui on fait ça, dans 6 mois on fait quoi, dans 1 an on fait quoi ?» Il faut une personne dédiée à temps plein à ces sujets, sinon on est happé par le quotidien et on n'arrive pas à se poser et à réfléchir. Le deuxième objectif de Maxime, c'est un rôle plus proche d'un PM, c'est d'être un puits de connaissances pour le reste des membres de l'équipe produit. C'est-à-dire que l'équipe produit qui travaille sur la nouvelle plateforme client, il doit être capable d'avoir les informations rapidement et de demander à Maxime, bah voilà, j'aimerais bien être en contact la semaine prochaine avec 3 clients qui sont du B2B en marketplace, en food, dont un qui est sur le continent asiatique, l'autre américain et l'autre européen. Voilà, donc c'est vraiment fluidifier la redescente d'informations et mettre en contact rapidement nos products avec nos utilisateurs. Et enfin, on arrive au poste de localization, on en a déjà un petit peu parlé avant. On gérait ça comme on pouvait, on avait des problèmes de délai et de qualité une nouvelle fois. Donc on est allé recruter une personne à temps plein expérimentée qui là apporte véritablement son expertise sur ces sujets. Je vais accélérer un petit peu. Voilà l'organisation des 3 tribus, Engine, User, Go Fast. Donc assez commun, il y en a une qui est intéressante que je voulais attirer votre attention là-dessus, c'est la Flying Squad. Je reviens à ces développeurs qui sont vraiment les dinosaures de Miro. Et les dinosaures de Miro, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils vont apporter leurs connaissances et répondre à des problèmes techniques de chacune des squads. Donc ils passent de squad en squad, semaine par semaine. Et ça, pour l'onboarding et la montée en compétences des devs, c'est véritablement vital. Et on arrive aux tools. Du coup, je vais faire assez rapidement. Vous avez tous les logos. Si vous voulez parler d'un certain outil, n'hésitez pas à nous demander après. Ce qu'on voulait vous dire ce soir, c'est que malheureusement, il n'y a pas d'outil miracle. Il y a des outils qui servent à votre team et au stade de maturité de votre team. On l'a dit tout à l'heure. Au début, on a commencé avec papier-crayon, spreadsheet. Ça marchait très bien.
Maintenant, aujourd'hui, par exemple, pour le product management, on est sur Airtable parce qu'on a des besoins de partager vraiment notre roadmap, les features, montrer à toutes les teams à travers le monde comment ça avance, etc. Gérer les accès et compagnie. Donc voilà, c'est vraiment… Voilà, il n'y a pas d'outil miracle. En fonction du stade de maturité, vous allez trouver le bon outil. Et malheureusement, je vais vous le dire, vous allez souvent changer d'outil en général en fonction de l'état de votre équipe. Et on va passer sur les rituels qu'on a mis en place. Au sein de l'équipe produit, on a mis en place le product training. Quel est l'objectif du product training? C'est d'aider les membres de l'équipe produit à monter en compétences. Sur des domaines spécifiques liés au produit. Soit c'est interne, donc c'est quelqu'un de l'équipe produit qui va venir partager une compétence particulière, soit c'est externe et on fait intervenir des personnes en général plus seniors qui ont rencontré plein de problèmes et qui viennent échanger avec nous. Du coup, si quelqu'un veut venir faire un product training avec nous, on en sera ravis. On fait aussi des produits rétro, donc on a besoin de favoriser la communication. On est 14 aujourd'hui dans l'équipe. C'est dur de savoir ce que fait l'autre product vraiment en détail. Donc une fois par mois, chaque product présente en 7 minutes les sujets sur lesquels il a avancé pour faire un partage de connaissances rapide et efficace. Ça, c'est vraiment la pierre angulaire en fait, de notre organisation avec une prochaine Product Champion. Le Product Acting ou Product Shadowing, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est vital pour nous pour comprendre les problématiques de nos utilisateurs. C'est en fait, chaque membre de l'équipe produit va aller réaliser les tâches que nos utilisateurs font. Ça veut dire qu'on prend quelqu'un de l'équipe produit, on l'envoie chez notre client pendant 3 jours, il va commander des shoots à la place du client, il va télécharger des shoots à la place du client, il voit comment le client opère, quelles sont ses problématiques et aussi bien évidemment du coup comment est-ce qu'on peut davantage aider le client. On fait pareil en interne et on envoie aussi des gens du product passer des journées avec des photographes pour comprendre aussi leurs problématiques, que ça soit avec des shoots Miro ou dans sa vie pour mieux comprendre comment le photographe qui travaille avec Miro, il travaille aussi hors Miro, comment est-ce qu'on peut l'aider davantage, d'où My Miro. Là, ce qu'on va faire, c'est entre parenthèses, on ne l'a pas encore fait. On va partir au mois de novembre pendant 3 jours avec l'équipe produit dans une forêt sans internet avec des post-it et un whiteboard. Et on va prendre le temps de se poser et de réfléchir vraiment aux problématiques en sortant un petit peu du quotidien qui est super excitant mais super engageant. Dernière chose, on concurrence la ProduConf. Donc on organise aussi je rigole, hein, on concurrence pas vraiment la ProduConf. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on invite des équipes produits chez nous ou chez eux. C'est que 2 entreprises. Et là, on discute produits autour d'une bière et d'une pizza. Voilà, de façon beaucoup plus informelle, c'est moins organisé. Mais comme ça, toute l'équipe peut participer. Donc une nouvelle fois, si Payfit, Doctolib ou les autres personnes sont là, veulent venir manger des pizzas chez nous et discuter de vos problématiques au quotidien, on en sera ravis. Petite chose qui est un peu un mix en fait, entre outils et rituels, c'est les Product Champions. En fait, on a fait un constat un peu avant l'été, on était déjà 500, 600, quelque chose comme ça. Ça va très vite en termes d'effectifs. Par contre, en termes de process, ça ne suit pas forcément. Du coup, tout le monde allait vers son product manager préféré et faisait son bug report, faisait son feature request, bref, lui demandait tout. Au bout d'un moment, c'est plus du tout gérable pour le product, mais en plus, on log rien. Du coup, on a eu cette idée d'avoir un product champion dans chaque équipe Miro. On en a vu tout à l'heure, on a 13 équipes. Et donc cette personne, c'est vraiment notre point de contact et c'est le champion en termes produits, c'est-à-dire il connaît tout du produit, en tout cas ce qui le concerne. Et il va être notre point de contact. Du coup, on l'a mis en place et il a trois objectifs. Le premier, c'est vraiment d'aider les autres membres de son équipe sur le produit. Dire quelqu'un a une question sur le produit, pense avoir trouvé un bug ou comprend pas comment ça fonctionne, il va se tourner vers le Product Champion et le Product Champion va l'aider. La deuxième, c'est les Product Champions vont nous aider de temps en temps sur les tests. On l'a dit, on a énormément de releases. Parfois, on a la tête dans le guidon. En fait, le Product Champion, lui, est un expert de sa partie sur le produit et du coup, il va nous aider à tester des features et peut-être qu'il va remarquer des choses qu'on n'aurait pas vues. Et enfin, dernier objectif du Product Champion, c'est vraiment être un membre de la squad à part entière. Donc, il est vraiment impliqué dès le premier jour du développement d'une feature. Il va assister à des grooming, à des products rétro.
tout ce genre de rituel qu'on a dans les squads et va nous aider à avoir des feedbacks terrain en fait, sur ce qu'on devrait faire par la suite. Donc voilà, on voulait vous en parler parce que c'est quelque chose qui marche assez bien, on a de très bons retours. Parce qu'en fait, les Product Champions sont contents de l'être, parce que tout le monde a envie un peu de participer au développement du produit. Du coup, ils se battent un peu pour l'être. Et ce qui est fabuleux, ça remplit notre mission aussi, effectivement, c'est qu'ils communiquent pour nous. Ils communiquent avec leurs équipes et ça fluidifie énormément ce problème-là. On a beaucoup moins de demandes de où est-ce qu'on en est sur cette feature, pourquoi on ne fait pas ça. Donc, ils font en partie notre travail de PM de communiquer. Combien de temps il nous reste 5 minutes. Ok, très bien. What's next? C'est ça, l'hypercroissance. Là, on vous a montré les problématiques auxquelles on a été confronté, auxquelles on est confronté aujourd'hui. Ça ne s'arrête jamais et on est content que ça ne s'arrête pas. Donc on sait déjà les prochaines problématiques. On sait qu'en janvier, fin janvier, on va changer l'organisation une nouvelle fois du pôle tech dans son ensemble. Au sein du produit, on se rend compte qu'on a peut-être besoin de passer à une organisation avec des PM qui vont faire la récolte d'informations, commencer à imaginer des solutions et à des rôles de PO qui vont être là pour vraiment aller en profondeur sur la solution, traquer tout ça et mettre ça en place avec les développeurs. Aujourd'hui, nous, on est sur un rôle de PMPO un petit peu, qui, une nouvelle fois, est super utile, a fait le boulot depuis 1 an avec nous, et super motivant pour les personnes de l'équipe produit. Et maintenant, sur des sujets, sur des problématiques qui demandent plus de cadrage, on se rend compte des limites d'une organisation d'avoir un product spécialiste, donc c'est la combinaison d'un PM et d'un PO, puisqu'on a du mal à cadrer à temps nos sujets. Et donc, en termes de dev, derrière, c'est plus compliqué, on doit revenir sur plus de choses. Et en plus, en fait, si on y réfléchit, c'est très schizophrène d'être product spécialiste, puisque le product manager, lui, son rôle, c'est d'estimer les revenus qu'il peut générer. Et le product owner, si on essaye de caricaturer, son rôle, c'est limiter les coûts. Donc on demande à quelqu'un de limiter les coûts et en même temps de faire le plus d'argent possible. Donc c'est un peu compliqué pour toutes ces raisons. Donc on va sûrement changer. Qu'est-ce qui nous attend? Tech Globalization. En gros, on a 6 bureaux dans le monde, on a des clients dans le monde entier. Il va falloir à un moment qu'on mette des équipes tech dans le monde entier et ça va vraiment changer complètement l'organisation. Data-driven mindset, c'est d'être beaucoup plus data-driven tout simplement et être plus leader sur la partie vision des produits. En takeaway, rapidement, comment est-ce qu'on a essayé d'encadrer l'hypercroissance si on sort un petit peu du produit? On a mis vraiment l'humain au cœur de notre problématique. Il faut que les gens qui se lèvent ils soient super chauds pour venir bosser tous les matins. S'ils ne le sont pas, vu l'exigence qu'implique une hypercroissance comme celle de Miro, ça ne peut pas tenir. Donc c'est vraiment s'assurer que les mecs sont contents. Team Spirit, on ne peut rien faire tout seul dans un contexte d'hypercroissance. Que ça soit au sein de l'équipe produit ou que ça soit avec toutes les autres équipes. Il faut être continuous change, il faut vraiment être capable de s'adapter aux changements hyper rapidement. On change en gros d'organisation tous les 3-6 mois, donc il faut être capable de gérer ça. Il faut être capable de déléguer un maximum et de faire confiance aux personnes de son équipe, aux autres collaborateurs. Et voilà, le mot de la fin, ça sera il faut vraiment over-communiquer, ça nous simplifie la vie grandement et ça nous fait gagner un maximum de temps. Et ben, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Nicolas, merci Maxime. Est-ce que vous avez des questions sur ce talk? Bonsoir, merci beaucoup. J'ai 2 questions. Ma première, c'est sur les Product Champions. Est-ce que ça tourne par quarter, je sais pas, 2 fois par an ou chaque année? Et ma deuxième, c'est sur le QA. Il est rattaché au produit, il est rattaché par squad, il y en a un par squad. Comment ça se passe? Alors sur le Product Champion, comme je disais, on a lancé ça avant l'été. Du coup, on n'a pas vraiment de recul pour vous le dire, mais on pourrait changer tous les quarters, tous les 6 mois. Le problème en faisant ça, c'est qu'on n'aura pas d'historique. En fait, le Product Champion,
s'il change tous les 3 mois, il perd un peu l'historique. Du coup, pour l'instant, on est plus parti sur le fait de le laisser jusqu'à que lui veuille changer ou que son team lead décide de le changer, etc. Et sur la partie QA, ça a été une vraie question. Au début, on devait la rattacher au produit. Finalement, on l'a rattaché à l'IT directement. Pourquoi puisqu'il faut vraiment qu'ils puissent travailler main dans la main avec les DevOps pour mettre en place tous les tests automatisés. Mais au quotidien, ça ne change pas grand-chose pour nous. Et est-ce qu'il est rattaché à une squad? Non, on n'en a pas assez. Voilà, donc il travaille avec tout le monde. Quelqu'un a une question? Bonjour, merci. Rien à voir avec le product management, à voir avec le business, parce que je n'ai pas suivi de près toute l'aventure Miro. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une telle explosion de demande dans ce marché, pour votre boîte en particulier? Ce qui a fait, je pense, en tout cas, ce qui fait aujourd'hui l'hypercroissance de Miro, c'est une combinaison de plusieurs choses. La première, c'est, je pense que Miro est arrivé au bon moment sur le marché. Je vais m'expliquer. On est à un stade où aujourd'hui l'image prend de plus en plus d'importance. Avant, sur Internet, ce qui avait de l'importance, c'était le contenu écrit. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu Internet, l'évolution d'Internet, il y a des visuels, il y a de la vidéo partout et en fait, le contenu devient l'image plus que ce qui est écrit en dessous de l'image. Ça, donc, c'est déjà être arrivé au bon moment. Ensuite, c'est un besoin aussi lié à ça. Si on se met dans la place d'une marketplace internationale, de quoi on a besoin en fait? On a besoin de photos qui sont de qualité, qui sont livrées rapidement et qui sont homogènes surtout. Comment avoir cette homogénéité quand on demande à shooter dans 100 pays au quotidien? C'est très compliqué, il faut former les photographes, il faut les trouver, il faut les former, il faut s'assurer qu'ils sont sur le lieu du rendez-vous, qu'ils délivrent leurs photos, tout ça, tout ça. Et donc pour ces clients, en fait, nous, ce qu'on leur offre, c'est un unique point de contact pour gérer toute la production de leur contenu. Et ça, on leur enlève une belle épine du pied en faisant ça. Et en fait, on réduit leurs coûts, puisqu'avant, ils le faisaient déjà, mais ils le faisaient en créant des postes dédiés à ça dans chaque pays où ils étaient. On peut parler d'Airbnb, il y a plein de marketplaces. Dans la food aussi, on peut penser à la food, on peut penser au real estate aussi. Le e-commerce, on va avoir les mêmes problématiques. En fait, si on réfléchit, vraiment aujourd'hui, on est positionné plus B2B sur les grands comptes, pas uniquement les marketplaces. Donc, on a ces problématiques. Même pour, par exemple, Dior, je discutais avec quelqu'un qui était chez Dior. Dior aussi, c'est une problématique pour eux de pouvoir shooter et d'avoir une qualité standardisée et homogène dans le monde entier. On va prendre une dernière question, juste devant. Bonsoir, merci pour la présentation. J'ai deux questions. La première, c'est par rapport au Product Champions. Comment est-ce que vous l'avez implémenté? Comment on l'a mis en place? Il y a 13 équipes de ce que j'ai compris. Est-ce que vous avez commencé par une seule où il y a un Product Champion, plutôt un Product Champion partout, etc. etc. La deuxième, c'est une fois que vous avez décidé d'un process, mettons, comment est-ce que vous faites en sorte que ce soit, par exemple, il y a le QA typiquement qui est une des ressources qui est rare. Comment vous faites en sorte que ce soit pas un point bloquant, que la communication soit le plus vite possible et que ce soit le plus synchronisé en fait. Merci. Je vais essayer pour le product. Donc sur le Product Champion, en fait, on l'a lancé en phase test sur 2 équipes. Et en fait, c'était les équipes où on pense qu'il allait avoir le plus d'impact. Et comment on les a choisis? Ensuite, on a travaillé avec les team leads et on a demandé aux team leads, est-ce que vous avez des gens qui sont, ça se voit un peu une appétence pour le produit, qui vous remontent souvent, pas des bugs, mais des propositions de features, etc. Et c'est comme ça qu'on a choisi les Product Champions. On a travaillé avec eux, on leur a présenté le rôle que ça allait être, en leur disant vous inquiétez pas, ça ne va pas vous prendre 3 jours par semaine, parce que sinon on n'aurait eu personne. Mais juste, de temps en temps, on aura besoin de vous et vous allez contribuer au développement produit. Donc en parallèle, il faut autre chose. Oui, en parallèle, ils ont leur travail de tous les jours et de temps en temps, on les active. En fait, tous nos products peuvent activer les Product Champions quand ils en ont besoin.
Et derrière, comme l'expérience a été concluante avec les 2 équipes, on l'a répété sur toutes. Et sur la question du QA d'une ressource rare, c'est là où en fait la communication au sein du produit est hyper importante. Tout le monde a des besoins, on priorise les besoins au sein de l'équipe produit et on met le QA là-dessus et il descend, enfin l'équipe QA maintenant descend petit à petit une roadmap sur laquelle tout le monde est d'accord. Je ne sais pas si ça répond. Mais je crois qu'en fait, c'est une réunion où, par exemple, imaginons, il y a différentes équipes, parmi les 13, chacune a une partie qui est très prio pour la roadmap. Comment est-ce que c'est pour... Sur la partie QA spécifiquement, la question. Ouais, je suis pas sûr d'avoir. Ma question c'était en fait, par exemple, si parmi les 13 équipes, il y en a 2 qui ont des sujets très importants, aussi importants pour la roadmap, comment est-ce que le travail du QA est organisé pour être à la fois transparent et pas bloquant finalement? Je pense qu'on revient vraiment au rôle du product. Sa tâche principale, c'est de prioriser. Il y a 2 tâches qui sont super importantes. Et ben, si on doit en faire qu'une, laquelle on fait, et on travaille comme ça. Après, ça ne veut pas dire que si les 2 sont super importantes, il y en a une qu'on va faire passer par le QA, et si l'autre doit être faite dans les temps voulus, là, on va demander un effort à l'ensemble de la team product pour faire les tests qu'il faut faire avant la release et des choses comme ça. Merci beaucoup.